Si un jour vous allez à Londres, peut-être iriez-vous sur la Tamise pour apprécier la City. Bien sûr, le London Eye offre une vue inégalée sur toute la capitale. Mais n'oublions pas le Tower Bridge, qui offre aussi une belle vue. Si vous êtes dans les environs, vous apprécierez l'important palais de Westminster et sa tour de l'horloge appelée Big Ben. L'un des top 5 est bien sûr le British Museum. Au centre, nous voyons la salle de lecture, supportée par une immense verrière qui représente la plus grande place vitrée d'Europe. Au centre donc se trouve la salle de lecture, avec son immense bibliothèque. Enfin, le British Museum possède l'une des plus intéressantes collections d'antiquités égyptiennes, dont la pierre de Rosette, qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Cette pierre de 760 kg est écrite en 3 langues, égyptien en hiéroglyphes, égyptien démotique et alphabet grec. Mais moi, je vais vous emmener au Kensington Garden, où se trouve l'Albert Memorial. Conçu par George Gilbert Scott dans le style néo-gothique, le monument mesure 47 mètres de haut. Il est à la mémoire d'Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, qui fut l'époux de la reine Victoria. La structure a été terminée en 1872 et la statue d'Albert posée en 1875. La construction du mémorial a coûté près de 120 000 livres, ce qui équivaut en 2023 à 13 millions d'euros. L'élévation de ce monument est souvent considérée comme emblématique de la puissance britannique au milieu de l'époque victorienne. Mais elle en marque aussi, paradoxalement, le terme. Sans rentrer dans les détails, la suprématie de l'Angleterre victorienne est incontestable au XIXe siècle. En effet, l'Angleterre est, à cette époque, la seule hyperpuissance au monde. Rendez-vous compte. Pour en avoir une idée, l'Angleterre en 1850, c'est 2% du territoire mondial, avec ses colonies. 8% de la population mondiale. Un quart de la production mondiale, ce qui est colossal. Et un tiers du commerce extérieur. L'Angleterre fut longtemps première en matière de production industrielle, mais va être progressivement rattrapée. Vers 1880, le Royaume-Uni perd son titre de première puissance industrielle au monde, au profit des États-Unis d'Amérique. Et en 1914, elle perd aussi son titre de première puissance économique. Mais revenons à ce mémorial. Au pied du baldaquin se trouvent 4 ensembles statuaires incarnant la puissance industrielle et commerciale britannique. Voici la représentation symbolique du commerce réalisée par le sculpteur Thomas Thornycroft. Puis l'ingénierie par John Lowell. Le troisième groupe, c'est l'industrie par Henry Wickes. Enfin, l'agriculture du sculpteur Calder Marshall. Plus loin, aux 4 coins du vaste socle sur lequel est installé le baldaquin,
sont élevés 4 autres groupes statuaires, incarnant les 4 continents, chacun comprenant un animal symbolique. Un bison pour l'Amérique, un dromadaire pour l'Afrique, un éléphant pour l'Asie et un taureau pour l'Europe. Pour l'Amérique, ou les Amériques, un hommage aux Amérindiens en symbiose avec la nature, et dont le bison régnait sur les immenses plaines d'Amérique du Nord. La civilisation maya vivait dans les forêts luxuriantes d'Amérique du Sud. L'homme porte une coiffe ornée de plumes multicolores. Sur son sceptre, symbole de pouvoir, monte un serpent constrictor. Il est assis sur une peau de puma, le fauve incontesté des forêts. Et à ses pieds, quelques fruits exotiques complètement inconnus en Europe et au Royaume-Uni. C'est le dromadaire qui a été choisi comme symbole de la résistance à la chaleur et à l'eau. Qui ne connaît pas les fameuses caravanes traversant le désert du Sahara? Trône sur l'animal la fameuse civilisation de l'Égypte ancienne, qui, grâce à ses milliers d'ouvriers, a pu réaliser la seule merveille du monde antique encore visible. L'homme dénudé représente les nombreux peuples des forêts équatoriales de l'Afrique, comme les Pygmées, à moins qu'il ne s'agisse de Bushmen, comme les Imba de Namibie. Le personnage avec le turban, accroupi, pourrait être la représentation des 19 sultans de la dynastie Mamelouk, qui régnèrent sur l'Égypte au XVe siècle. À moins que cela soit plutôt Mehmed Ali, qui prit le pouvoir en Égypte. Je rappelle que c'est ce dernier qui offrit à la France l'obélisque de Luxor, que l'on voit placé à la Concorde à Paris. Pour l'Asie, l'éléphant représenté est moins massif que l'éléphant d'Afrique. Le personnage ici représente Devişir Damat Ibrahim Pacha, qui fut le grand vizir de l'Empire ottoman en 1730. De l'autre côté de l'éléphant, le commerçant et guerrier sur la route de la soie. Et assis, un Asiate de l'Extrême-Orient, avec sa poterie typiquement chinoise. Assis sur un éléphant, une femme du sous-continent indien, parée de nombreux bracelets et d'un sari. Pour le groupement européen, curieusement, les figures représentent la France, grande puissance à l'époque. Le personnage tient une épée d'une main et une couronne de laurier de l'autre. Les couronnes sont typiques du royaume de France, sans oublier un développement des arts plastiques et d'un patrimoine culturel conséquent. Pour retrouver ce mémorial plus rapidement aujourd'hui, ce dernier fait face au Royal Albert Hall, qui est une salle de spectacle. C'est au Royal Albert Hall que le 15 novembre 1941, le général de Gaulle y prononça un discours aux Français présents en Grande-Bretagne, retransmis par la BBC, dans le cadre de la célèbre émission « Les Français parlent aux Français ». Mais ceci est une autre histoire.